Et si je vous disais que factoriel 4 est égal à 9, vous pourriez penser qu'il y a une erreur. Calculons ensemble la factorielle de 4 que nous connaissons. 4 factoriel, c'est le produit 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui fait 24. Pourtant, je vous rassure, le résultat du début est tout à fait correct. Alors, d'où vient cette différence? Eh bien, tout réside dans la position du symbole point d'exclamation. L'écriture factorielle 4 n'est pas une erreur, mais elle ne représente pas la même opération que 4 factoriel. La question est que représente donc cette notation? C'est précisément le but de cette vidéo. Nous allons explorer la différence entre n factoriel, la factorielle, et factoriel n que l'on nomme la sous-factorielle. Pour bien comprendre ce duel mathématique, notre plan sera le suivant. D'abord, nous revisiterons la factorielle et ses liens avec les combinaisons. Ensuite, nous définirons la sous-factorielle et découvrirons les formules qui la régissent. Puis, nous explorons quelques faits amusants sur ces deux concepts. Et enfin, nous verrons leurs applications concrètes de la théorie des probabilités à l'informatique. La factorielle est la réponse à une question fondamentale en dénombrement. De combien de manières distinctes peut-on ordonner un ensemble d'objets? Prenons ces 4 objets. Combien y a-t-il de façons de les placer les uns à la suite des autres? Énumérer toutes les possibilités devient vite complexe. Un tel agencement où l'on cherche à déterminer le nombre de manière à mettre des objets et selon certains critères est appelé combinaison, permutation ou bien un arrangement. C'est le concept que nous allons explorer. Commençons simplement avec 2 cartes, l'As et le 2. Combien de permutations sont possibles? On peut avoir l'As et le 2, l'ordre initial ou 2 et l'As. Il y a donc 2 permutations. Maintenant, avec 3 cartes, vous imaginez bien qu'il y aura beaucoup plus de cas. On pourrait alors essayer de toutes les lister comme précédemment. On aurait l'ordre initial l'As 2 et 3, puis on pourrait permuter les 2 dernières cartes, l'As 3 et 2. Ensuite, on commencerait par le 2, donc 2, l'As et 3, et ainsi de suite. On voit rapidement qu'il y en a 6. Mais cette méthode de comptage manuel est peu fiable et difficilement applicable à de plus grands nombres. Développons plutôt une méthode plus systématique. Imaginons que nous avons 3 emplacements à remplir avec nos 3 cartes. Pour le premier emplacement, combien de cartes pouvons-nous choisir? Nous avons bien sûr 3 options. Une fois cette carte placée, combien d'options ne reste-t-il pour le deuxième emplacement? Donc seulement 2. Et pour le dernier emplacement, il ne reste plus qu'une seule carte. Le nombre total de permutations est donc le produit de ces choix. 3 fois 2 fois 1, ce qui donne bien 6. C'est précisément ce calcul que représente la notation factorielle. Nous écrivons 3 factoriel pour 3 fois 2 fois 1. Vérifions cette logique avec 4 cartes. Pour remplir 4 emplacements, nous avons 4 choix. Pour le premier, 3 choix pour le deuxième, 2 pour le troisième et enfin 1 pour le dernier. Le nombre total de permutations est donc 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui est égal à 24. C'est bien le 4 factoriel que nous avons calculé au début. Généralisons ce que nous venons de découvrir. La factorielle d'un entier n, noté n point d'exclamation, est le produit de son nombre n lui-même multiplié par l'entier qui le précède n-1 fois qui le précède n-2 et ainsi de suite jusqu'à 1. On peut également voir ce produit dans l'ordre croissant, qui est donc la multiplication de tous les entiers de 1 jusqu'à n. Si nous regardons attentivement l'expression en dessous, nous pouvons remarquer quelque chose d'intéressant. Ce terme n-1 fois n-2 fois ainsi de suite jusqu'à 1 n'est rien d'autre que la définition n-1 factoriel. Cela nous donne une relation de récurrence. N factoriel est simplement n multiplié par la factorielle du nombre qui le précède, n-1 factoriel. Mathématiquement, on peut aussi l'écrire de manière compacte avec le symbole pi, qui représente le produit des cas allant de 1 à n. Pour fixer les idées, 5 factoriel est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1.
donc soit 120. Cela signifie qu'il y a 120 manières différentes d'ordonner 5 objets. Revenons maintenant à notre définition récursive. Elle soulève une question: où s'arrête-t-on? Nous avons besoin d'un point de départ, d'un cas de base, et ensuite, quelle est la valeur de 0 factoriel? Pour la trouver, réutilisons notre relation. Si n factoriel égale n fois n moins 1 factoriel, alors on peut écrire que n moins 1 factoriel, c'est n factoriel sur n. Posons n égale à 1, on obtient 1 moins 1 factoriel, soit 0 factoriel est égal à 1 factoriel sur 1. Comme 1 factoriel vaut 1, on en déduit que 0 factoriel est égal à 1. Avec ce cas de base, 0 factoriel égale à 1, et notre relation récursive, nous pouvons maintenant construire tous les autres valeurs. 1 factoriel et 1 fois 0 factoriel, ce qui fait 1. 2 factoriel et 2 fois 1 factoriel, ce qui fait 2. 3 factoriel et 3 fois 2 factoriel, ce qui fait 6, et ainsi de suite. Ce processus de construction où une fonction s'appelle elle-même avec un cas plus simple jusqu'à atteindre un cas de base est l'essence de la récursivité. C'est d'ailleurs une manière très naturelle d'implémenter la factorielle en programmation, comme le montre cet exemple en Python. Nous savons donc qu'il existe n factorielle façons de permuter n objets, mais que se passe-t-il si nous ajoutons une contrainte? Combien y a-t-il de permutations où aucun élément ne se retrouve à sa place initiale? Une permutation sans point fixe, c'est-à-dire où aucun élément n'occupe sa place d'origine, est appelée un dérangement. Explorons cela avec nos exemples. Pour deux cartes, comme on l'a vu auparavant, nous avons deux permutations au total. Analysons-les une par une. Dans la seconde permutation, l'as est à la première place. Et le 2 à la seconde. Les deux sont alors à leur position d'origine, ce n'est donc pas un dérangement. La première, le 2 n'est pas à sa place et l'as non plus. C'est donc un dérangement. Conclusion, pour deux cartes, il n'existe qu'un seul dérangement. Passons à trois cartes. La méthode est de lister d'abord toutes les permutations possibles. Nous en avons 6, puis d'éliminer celle qui laisse au moins une carte dans sa position initiale. Appliquons la règle. Commençons par la première colonne à gauche et cherchons les permutations où l'as est à sa place. On trouve 2, donc la quatrième, l'as 3, 2, et la sixième ligne, l'as 2, 3. Donc ce ne sont pas des dérangements. Passons à la deuxième colonne. Vous voyez que les combinaisons 1 et 6 ne satisfassent pas la règle, le 2 est à sa place. Ce n'est donc pas des dérangements. Enfin, pour la dernière, on éliminera ceux qui laissent la carte numéro 3 à la troisième colonne. Là, le 6 et le 5 qui ne sont pas valides. En filtrant les 6 permutations, il ne reste que 2 cas valides. Pour 3 cartes, il y a donc 2 dérangements. Énumérer tous les dérangements devient rapidement impossible. Existe-t-il alors une méthode plus directe pour les calculer? Cherchons donc une formule. Imaginons 4 rectangles et 4 cercles numérotés. Nous cherchons le nombre de façons de lier ces objets de sorte que le rectangle K ne soit jamais lié au cercle de même rang K, ce qui est par définition le dérangement de 4. Concentrons-nous sur le premier rectangle P1. Par définition, nous lui interdisons la relation avec C1. Il y a donc 4 moins 1, soit 3 choix possibles. Faisons un de ces choix. Relions le rectangle P1 à un cercle CK où K est différent de 1. Par exemple, C3. Maintenant, on a réglé le cas de P1 et le sort du cercle C1 devient très important. 2 cas et seulement 2 sont alors possibles. Cas numéro 1, le rectangle P3 ne se relie pas au cercle C1. Dans ce scénario, considérez les 4 moins 1 rectangles restants et les 4 moins 1 cercles restants. Le problème devient comment relier ces 3 rectangles aux 3 cercles de sorte qu'aucun ne soit lié au cercle de même rang. Le rectangle P3 ne peut pas se relier au cercle C1 par notre hypothèse et les autres objets ne peuvent pas se lier à leur propre rang. C'est exactement la définition d'un dérangement de 3 objets. Le nombre de façons de faire cela est donc sous factoriel de 3.
Cas numéro 2, le rectangle P3 prend le cercle C1. Dans ce cas, le rectangle P3 est en relation avec C1 et P1 avec C3. Ces deux cercles ont échangé leur place et sont réglés. Il nous reste alors 4-2 objets à apparier avec les 4-2 cercles restants, toujours avec la même contrainte qu'aucun ne doit être relié au cercle de même rang. C'est un dérangement de deux objets. Le nombre de façons de faire cela est sous factoriel de 2. Récapitulons, pour le premier objet, nous avions 4-1, soit 3 choix de cercle. Pour chacun de ces choix, le nombre total de possibilités est la somme de nos deux cas, sous factoriel de 3 plus sous factoriel de 2. Nous obtenons ainsi une magnifique relation de récurrence, le nombre de dérangements de n objets est n-1 fois la somme des dérangements de n-1 et n-2 objets. Vérifions si cette formule correspond à nos résultats précédents. Pour n égale à 3, la formule nous donne sous factoriel de 3 égale à 3 moins 1 fois sous factoriel de 2 plus sous factoriel de 1. Nous avons besoin des cas de base. Pour n égale à 2, nous avons vu qu'il n'y en a qu'une seule façon. Sous factoriel de 2 égale à 1. Pour n égale à 1, il est impossible de ne pas mettre l'objet à sa place. Donc, sous factoriel de 1 égale à 0. En remplaçant 3 sous factoriel égale à 2 fois 1 plus 0, ce qui nous donne 2, c'est bien ce que nous avions trouvé en comptant. C'est une relation de récurrence d'ordre 2, ce qui signifie que nous pouvons calculer n'importe quelle valeur de la sous-factorielle à condition de connaître les deux précédentes. Nous avons sous-factoriel de 1 égale à 0 et sous-factoriel de 2 égale à 1. Et nous avons déduit sous-factoriel de 3 égale à 2. Calculons sous-factoriel de 4. Donc c'est 4 moins 1 fois sous-factoriel de 3 plus sous-factoriel de 2, soit 3 fois 2 plus 1, ce qui est égal à 9. Nous retrouvons le résultat de notre introduction. Je vous l'ai dit, c'était correct. Et nous pouvons continuer. Sous-factoriel de 5 sera 4 fois sous-factoriel de 4 plus sous-factoriel de 3, soit 4 fois 9 plus 2, ce qui nous donne 44. Et ainsi de suite. C'est la puissance des relations de récurrence. À partir de quelques valeurs initiales, nous pouvons construire toute la séquence pas à pas. Maintenant, la question qui se pose, n'y a-t-il pas une formule directe pour trouver le nombre de dérangements de n éléments? C'est l'objectif de ce qui suit. Nous allons donc essayer de démontrer la formule explicite ou forme fermée du nombre de dérangements en partant de sa relation de récurrence que l'on vient de démontrer. Pour simplifier nos notations, nous allons poser que d indice n ou d de n est égal à la sous-factorielle de n. Commençons par manipuler algébriquement cette relation de récurrence, en développant l'expression uniquement sur le terme d de n-1, car l'astuce est de faire apparaître le terme n fois d de n-1. On peut alors réécrire l'équation comme suit. dn est égal à n fois d de n-1 moins d de n-1 plus n-1 d de n-2. Maintenant, en réarrangeant les termes, on isole la différence d de n moins n fois d de n-1. On obtient alors l'égalité suivante. d de n moins n d de n-1 égale à moins d de n-1 moins n-1 d de n-2. Regardez bien cette nouvelle forme, elle est remarquable. Si nous observons l'expression de gauche, elle définit les termes d'une nouvelle suite. Nous voyons que chaque terme est simplement l'opposé du précédent. C'est une suite géométrique de raison moins 1. Nous pouvons donc itérer ce processus. L'expression pour n est l'opposé de celle pour n-1, qui est elle-même l'opposé pour celle pour n-2. Donc, on aura n-1 à la puissance 2 en facteur, et ainsi de suite. En déroulant cette récurrence jusqu'au début de la suite, nous obtenons que d de n moins n fois d de n-1 est égal à moins 1 à la puissance n-2 multiplié par d de 2 moins 2 d de 1. Pour aller plus loin, on peut simplifier le terme moins 1 à la puissance n-2 qui n'est rien d'autre que moins 1 à la puissance n. Puis nous avons besoin des premières valeurs des dérangements. d de 2, le nombre de manières de déranger deux éléments, qui est 1, et d de 1, le nombre de manières de déranger un seul élément, est bien sûr 0. En remplaçant d1 et d2 par leurs valeurs, notre relation de récurrence complexe s'est transformée en une relation d'ordre 1 beaucoup plus simple. d de n moins n d de n moins 1 égale à moins 1 à la puissance n. À ce stade, une première approche consisterait à tenter de résoudre cette nouvelle relation par sommation des termes successifs. On pourrait exprimer d de n-1 en fonction de d de n-2, puis multiplier par n pour faire apparaître le terme n
d de n-1, puis refaire la même manipulation pour n-3, et ainsi de suite, puis sommer les termes de chaque côté des équations obtenues. Cette méthode, bien que valide, mènerait à une somme télescopique assez longue et fastidieuse à manipuler. Nous allons donc opter pour une autre approche, bien plus élégante et directe que je vous présente maintenant. Repartons de notre relation simplifiée, d de n moins n fois d de n-1 égale à moins 1 à la puissance n. L'idée brillante ici est de diviser chaque côté de l'équation par n factoriel. On obtient d de n sur n factoriel moins n fois d de n-1 sur n factoriel égale à moins 1 à la puissance n sur n factoriel. Remarquons que le terme n sur n factoriel se simplifie en 1 sur n-1 factoriel. Notre équation devient alors d de n sur n factoriel moins d de n-1 sur n-1 factoriel égale à moins 1 à la puissance n sur n factoriel. Donc, écrivons cette relation pour les rangs de n jusqu'à 2. Puis additionnons toutes ces égalités. Sur la gauche, les termes s'annulent 2 à 2, moins d de n-1 sur n-1 factoriel s'annule avec le premier terme de la ligne suivante, et ainsi de suite. C'est la puissance des sommes télescopiques. Il ne reste donc que d de n sur n factoriel, moins le dernier terme, d de 1 sur 1 factoriel. Or, nous savons que d de 1 est égal à 0. L'équation finale est donc d de n sur n factoriel est la somme des termes à droite. Pour rendre cette formule encore plus compacte, nous pouvons ajouter les deux termes 1 moins 1, qui ne change rien au résultat, mais il fait démarrer la somme de k égale à 0. Le terme pour k égale à 0 est 1 sur 0 factoriel, et le terme pour k égale à 1 est moins 1 sur 1 factoriel. Nous obtenons ainsi la forme fermée finale. d de n est égal à n factoriel multiplié par la somme de k égale à 0 à n de moins 1 à la puissance k sur k factoriel. Cette somme vous rappelle quelque chose? C'est normal, elle est intimement liée au nombre de l'aire E, le développement en série de Maclaurin de l'exponentielle de x, qui est la somme infinie des x à la puissance k sur k factoriel. Pour ceux qui ne sont pas habitués, sachez seulement que cette somme infinie est égale à la fonction exponentielle elle-même. Si nous prenons x égale à moins 1, nous obtenons que l'exponentielle de moins 1 est la somme infinie des moins 1 à la puissance k sur k factoriel. Notre formule pour d de n sur n factoriel est donc simplement la somme partielle de la série de l'exponentielle moins 1, ce qui nous permet de la remplacer par l'exponentielle moins 1 moins un reste. Pour des valeurs de n suffisamment grandes, cette différence, le reste de la série, devient infime. Cela signifie que d de n est très proche de n factoriel sur e. Mais il y a encore mieux. Comme d de n est un entier, il doit être l'entier le plus proche de n factoriel sur e, ce qui nous donne une formule approchée incroyablement puissante. Sous-factoriel de n est l'arrondi de n factoriel sur e. Vérifions la validité de cette formule stupéfiante en utilisant e approximativement égal à 2,718. Pour n égale à 1, l'arrondi de 1 factoriel sur e, environ 0,368 est 0, donc c'est correct. Pour n égale à 2, l'arrondi de 2 factoriel sur e donne environ 0,736 et 1, donc c'est correct. Pour n égale à 3, l'arrondi de 6 sur e, environ 2,207 et 2, là encore c'est correct. Pour n égale à 4, l'arrondi de 24 sur e, environ 8,829 et 9, donc c'est correct. Et ainsi de suite, la formule fonctionne parfaitement. Pour n égale à 5, nous donne 44, n égale à 6 qui donne 265 et n égale à 7 qui donne 1854. En conclusion, nous sommes partis d'une relation de récurrence d'ordre 2, nous l'avons transformée en une relation d'ordre 1 bien plus simple, pour finalement aboutir, grâce à une somme télescopique, à une formule explicite. Cette dernière nous a révélé un lien profond et inattendu avec le nombre e, nous offrant une méthode de calcul à la fois simple et élégante. C'est un parfait exemple de la beauté de l'interconnexion des idées en mathématiques. Dans notre précédente analyse, nous avons brillamment démontré la formule de la sous-factorielle en se basant sur sa relation de récurrence. Maintenant, nous allons aborder ce même problème sous un angle différent.
mais tout aussi puissant, en utilisant un des outils fondamentaux de la combinatoire, le principe d'inclusion-exclusion, aussi connu sous le nom de formule du crible de Poincaré. Pour bien saisir l'intuition derrière ce principe, commençons par une illustration visuelle. Imaginons un univers contenant un certain nombre d'éléments représentés par ce cadre jaune. À l'intérieur, nous définissons trois ensembles de propriétés que nous nommerons A, B et C. Comme vous pouvez le voir, ces ensembles se chevauchent, créant des zones d'intersection. Certains éléments n'appartiennent qu'à un seul ensemble, d'autres à deux, et certains, au cœur du diagramme, appartiennent aux trois à la fois. Notre objectif est de trouver une méthode systématique pour compter le nombre total d'éléments uniques qui se trouvent dans l'union de ces trois ensembles. En comptant manuellement, nous pouvons vérifier qu'il y a au total 18 éléments distincts dans la réunion de A, B et C. Gardons ce nombre n comme notre valeur de référence. Maintenant, essayons de calculer ce total de manière plus formelle. L'approche la plus simple mais naïve serait d'additionner le nombre d'éléments de chaque ensemble. Comptons les éléments de l'ensemble A. Il y en a 10. Comptons maintenant ceux de l'ensemble B. Et il y en a 11. Et enfin ceux de l'ensemble C. Il y en a également 11. La somme brute des éléments de A plus les éléments de B plus les éléments de C nous donne 10 plus 11 qui est 32. Ce résultat est manifestement incorrect, bien supérieur à notre total de 18. Pourquoi? Le diagramme nous le montre clairement. En faisant cela, nous avons compté plusieurs fois les éléments situés dans les zones d'intersection. C'est ici qu'intervient le principe d'exclusion pour corriger notre surcomptage. Nous devons soustraire le nombre d'éléments dans les intersections de chaque paire d'ensembles. Observons l'ensemble A, on sait qu'il y a deux intersections, une avec B et l'autre avec C. Retirons-les du total de A. Ensuite, l'ensemble B a également deux intersections. Mais n'oubliez pas qu'on a déjà retranché l'intersection de A et B avant. Donc, il ne faut donc pas le considérer ici. D'où la somme de B corrigée et la somme totale de B retranchée de l'intersection de B et C seulement. Enfin, la totale de l'ensemble ou le cardinal de C reste le même car on a déjà retiré la somme des intersections A et C, puis B et C avant. Le nombre total d'éléments est maintenant cette somme corrigée. Notre calcul devient donc 32, moins 5, moins 6, moins 6, ce qui nous donne 15. Nous sommes plus proches, mais le compte n'est pas toujours bon. Nous avons 15 au lieu de 18. Qu'avons-nous manqué? Réfléchissons aux éléments situés au centre, dans l'intersection des trois ensembles. Initialement, nous les avons comptés 3 fois. Une fois pour A, une fois pour B et une fois pour C. Ensuite, en soustrayant les 3 intersections par paire, nous les avons retirées 3 fois. Au final, ces éléments centraux ne sont plus comptés du tout. Nous avons donc surcorrigé. Il nous faut donc les réinclure une dernière fois. L'intersection A, B et C contient 3 éléments. En ajoutant ces 3 éléments à notre total de 15, nous obtenons 15 plus 3 égale 18. Le compte est bon. Ce processus d'ajout et de soustraction successive est l'essence même du principe d'inclusion-exclusion. Pour le cas de 3 ensembles, le cardinal de leur union est donc la somme des cardinaux de chaque ensemble moins la somme des cardinaux de toutes les intersections par paire plus le cardinal de l'intersection des 3. Remarquez cette magnifique alternance du signe, plus, moins, plus. Cette formule se généralise également à un nombre n quelconque d'ensembles. Maintenant que nous avons rafraîchi notre intuition sur ce principe fondamental, nous sommes prêts à l'appliquer au problème des dérangements. Nous allons alors définir nos ensembles de manière astucieuse pour que le principe d'inclusion-exclusion nous mène directement à la formule de la sous-factorielle. Pour illustrer notre propos, nous allons travailler avec 4 éléments. Imaginons 4 boîtes que nous nommerons A1, A2, A3 et A4 et 4 objets numérotés de 1 à 4.
Notre but est de compter combien de ces dérangements existent. La stratégie est la suivante. Nous allons partir du nombre total de permutations possibles, qui est donc bien sûr 4 factoriels, et nous allons en soustraire toutes les permutations qui ne sont pas des dérangements, c'est-à-dire toutes celles où au moins un objet est à sa place. Commençons par soustraire le cas le plus simple où un objet est à sa place d'origine, ou donc dans sa boîte. Le nombre de façons de choisir cet objet est donné par le coefficient binomial, 4 parmi 1, que je rappelle sa définition comme 4 factoriel sur 1 factoriel fois 4 moins 1 factoriel. Une fois cet objet fixé, les 3 autres peuvent être permutés de 4 moins 1 factoriel, soit 3 factoriels façons. Nous devons donc soustraire 4 parmi 1 fois 4 moins 1 factoriel. Mais attention, nous avons été trop zélés. En faisant cela, les permutations où 2 objets sont à leur place, par exemple 1 dans A1 et 2 dans A2, ont été soustraites 2 fois. Une fois pour A1 et une fois pour A2. Nous devons donc les rajouter une fois pour corriger ce double comptage. Combien y a-t-il de telles permutations? Si nous fixons 2 objets, il reste 4 moins 2 factoriel façons de permuter les autres et il y en a 4 parmi 2 façons de choisir la paire d'objets que nous fixons. Nous allons donc ajouter le terme 4 parmi 2 fois 4 moins 2 factoriel. Vous voyez la logique se dessiner? C'est le cœur du principe d'inclusion-exclusion. Nous avons maintenant surcorrigé pour les cas où 3 objets sont fixes. Nous les avons ajoutés puis retirés 3 fois. Puis rajouter 3 fois. Il faut donc à nouveau les soustraire. Le terme sera donc 4 parmi 3 fois 4 moins 3 factoriel. Enfin, pour le cas où les 4 objets sont à leur place, nous devons le rajouter une dernière fois. Le terme est 4 parmi 4 fois 4 moins 4 factoriel. Regardons maintenant l'élégance de cette formule. Chaque terme est de la forme 4 parmi k fois 4 moins k factoriel. Or, par définition du coefficient binomial, 4 parmi k est 4 factoriel sur k factoriel 4 moins k factoriel. En multipliant par 4 moins k factoriel, les termes se simplifient et il ne reste que 4 factoriel sur k factoriel. Remplaçons chaque terme de notre expression par cette formule simplifiée. Notre formule pour sous-factoriel de 4 devient 4 factoriel moins 4 factoriel sur 1 factoriel plus 4 factoriel sur 2 factoriel moins 4 factoriel sur 3 factoriel plus 4 factoriel sur 4 factoriel. Il ne reste plus qu'à mettre 4 factoriel en facteur. On obtient 4 factoriel multiplié par 1 moins 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel moins 1 sur 3 factoriel plus 1 sur 4 factoriel. En généralisant pour n éléments, on retrouve exactement la formule que nous cherchions. Et en se souvenant que 1 peut s'écrire comme 1 sur 0 factoriel, la sous-factorielle de n est égale à n factoriel multiplié par la somme pour k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k sur k factoriel. Nous venons de confirmer notre résultat précédent par une voie de démonstration complètement différente, illustrant la cohérence et la beauté de la combinatoire. Après ces démonstrations rigoureuses et avant de terminer, voyons quelques faits amusants et surprenants qui montrent à quel point les factoriels et leurs cousines sont riches et parfois excentriques. Commençons par une curiosité numérique fascinante liée au sous-factoriel. Si vous calculez la somme sous-factorielle de 1 plus sous-factorielle de 4 plus sous-factorielle de 8 plus sous-factorielle de 3 plus sous-factorielle de 4 plus sous-factorielle de 9, vous obtenez 148 349, exactement les chiffres que nous venions d'utiliser, dans le même ordre. Une coïncidence mathématique extraordinaire qui montre que les nombres ont parfois leur propre poésie. Les factoriels grandissent à une vitesse vertigineuse. Pour vous donner une idée, savez-vous combien de temps représente 10 factoriels secondes? C'est 3 628 800 secondes. Mise en perspective, cela équivaut exactement à 6 semaines à la seconde près. Et si on passe à un jeu de 52 cartes, le nombre de manières de les mélanger est bien sûr 52 factoriels. C'est un nombre d'environ 8 suivi de 67 zéros. Ce nombre est si astronomique qu'il est quasiment certain que chaque fois que vous mélangez un jeu de cartes, vous créez un ordre qui n'a jamais existé auparavant dans toute l'histoire de l'humanité et qui n'existera probablement plus jamais. Autre question classique, par combien de zéros se termine n factoriel? Chaque zéro à la fin d'un nombre provient d'un facteur 10, soit un produit de 2 et de 5.
Dans une factorielle, les facteurs 2 sont toujours bien plus abondants que les facteurs 5. Il suffit donc de compter les facteurs 5 et la formule de Legendre nous donne une méthode élégante pour cela. On additionne la partie entière de n divisé par 5, puis par 25, puis par 125 et ainsi de suite. Par exemple, pour 6 factoriels, on ne calcule que la partie entière 6 sur 5 qui est 1. Et en effet, 6 factoriel vaut 720, qui se termine par un seul zéro. La formule donc fonctionne. Pour un nombre plus grand comme 151 factoriel, dont le calcul direct est difficile, on additionne la partie entière de 151 sur 5, plus celle de 151 sur 25, plus celle de 151 sur 125, qui est donc 30 plus 6 plus 1. Le total nous donne 37. Le nombre 151 factoriel se termine donc par 37 zéros. C'est magique. Calculer des factoriels de grands nombres est difficile. Heureusement, l'approximation de Stirling vient à notre secours. Il nous dit que pour un grand nombre n, n factoriel est approximativement égal à la racine de 2πn multiplié par n sur e à la puissance n. Cette formule remarquable relie la factorielle à des constantes fondamentales de l'analyse, pi et e, et offre une estimation incroyablement précise. Une de ses applications directes est de trouver un équivalent à la racine nème de n factoriel, qui remarquablement s'approche de simplement n sur e pour des n très grands. La factorielle n n'est définie que pour les entiers, mais les mathématiciens aiment généraliser, la fonction gamma étant le concept de la factorielle en nombre réel et même complexe. Pour un entier n, gamma de n vaut n-1 factoriel. Cela permet de calculer des valeurs surprenantes comme la factorielle de 1/2 qui est égale à la racine de pi sur 2. Le graphique de cette fonction est magnifique. Interpolons les points de la factorielle, mais possède aussi des asymptotes pour les entiers négatifs. Et le monde des factoriels ne s'arrête pas là. Il existe les factoriels doubles, où l'on multiplie les nombres en sautant de 2 en 2. Autrement dit, n double factoriel est le produit de tous les entiers de 1 à n qui ont la même parité que n. Il y a aussi les primoriels qui sont le produit des nombres premiers. Il y a aussi les doubles sous-factoriels, les multifactoriels d'ordre Q qui généralisent ce saut qu'un facteur sur Q, ou encore les hyperfactoriels et les superfactoriels qui atteignent des grandeurs si vastes qu'ils défient l'imagination, beaucoup trop grandes pour pouvoir être exprimées en notation usuelle. Pour finir, tentons de visualiser en moins la croissance du factoriel. D'abord sur une échelle linéaire classique et vous constatez rapidement que c'est peine perdue. Les valeurs explosent si vite que la courbe colle à l'axe avant de filer à la verticale. Passons donc à une échelle logarithmique où chaque graduation de l'axe vertical multiplie la valeur précédente par 10. Les premiers factoriels deviennent enfin lisibles, on passe rapidement de 120 pour 5 factoriels à 720, puis déjà plus de 5000 pour 7 factoriels. Mais est-ce vraiment si rapide? Comparons-la à la fonction exponentielle tracée ici en vert. On considère souvent l'exponentielle car considérée comme le summum de la rapidité. Pourtant, la sous-factorielle la laisse littéralement sur place. Regardez cet écart qui se creuse. À seulement n égale à 13, 13 factoriel est déjà plus que 10 000 fois plus grande que exponentielle de 13. C'est ce que les mathématiciens appellent une croissance super exponentielle. La factorielle est bien plus qu'une simple curiosité de dénombrement, c'est une pierre angulaire que l'on retrouve au cœur de nombreux domaines de mathématiques. Explorons quelques-unes de ses applications les plus importantes. Et commençons par un pilier de l'algèbre, la formule du binôme de Newton.
Cette formule nous donne une méthode puissante pour développer une puissance entière d'une somme, comme a plus b à la puissance n. Et regardez attentivement au cœur de cette expression les coefficients binomiaux. Lorsque nous les développons, nous voyons que leur définition même repose sur les factoriels. Ces coefficients ne sont pas de pures abstractions, elles s'organisent harmonieusement dans une structure que vous connaissez sans doute, le triangle de Pascal. Chaque ligne du triangle correspond précisément au coefficient de développement du binôme pour une puissance n donnée. La factorielle est donc l'ADN de cette structure fondamentale en algèbre. Par exemple, pour développer a plus b à la puissance 4, les coefficients 1, 4, 6, 4, 1 sont exactement ceux que l'on trouve sur le quatrième ligne du triangle. Mais le rôle de la factorielle ne s'arrête pas là. Quittons l'algèbre pour l'analyse. L'une des idées les plus puissantes du calcul est d'approximer des fonctions complexes par des polynômes infiniment longs. Ce sont les séries de Taylor. Que ce soit pour la fonction exponentielle, le cosinus ou le sinus, que trouvons-nous au dénominateur de chaque terme? Encore et toujours la factorielle. Elle sert à normaliser les dérivées successives de la fonction, assurant que l'approximation soit de plus en plus précise. La formule générale du développement en série de Taylor nous le confirme. La factorielle de k au dénominateur est un élément non négociable de cette construction. Allons plus loin dans la géométrie multidimensionnelle. Comment calculer le volume d'une sphère en 4, 5 ou n dimensions? Ces objets sont appelés des hypersphères. Les formules existent et ils font appel à notre ami la factorielle, ou plus précisément sa généralisation pour tous les nombres réels et complexes, la fonction gamma. Regardez cette formule pour le volume d'une hypersphère de dimension n. La fonction gamma, qui est essentiellement une fonction factorielle continue, est au cœur du dénominateur. Et la magie ne s'arrête pas là. Tout comme pour une sphère en 3D, si vous dérivez la formule du volume par rapport à son rayon, vous obtenez la formule de sa surface. Vérifions avec notre monde familier, si nous posons n égale à 3, ces formules générales, grâce aux propriétés de la fonction gamma, se simplifient pour nous redonner exactement les formules bien connues du volume 4 tiers de pi r cube et de la surface 4 pi r carré que nous apprenons tous au lycée. Maintenant, passons au monde fascinant des probabilités. Prenons un jeu simple. Nous avons 10 cartes numérotées de 1 à 10 et 10 emplacements numérotés de 1 à 10. L'objectif est de déterminer la probabilité qu'après un mélange aléatoire, au moins une carte se retrouve à sa place initiale. Essayez de deviner combien sera-t-il. Imaginons un premier tirage, les cartes sont distribuées au hasard et là, pas de chance, toutes les cartes sont mal placées. Faisons un autre essai, les cartes sont à nouveau mélangées. Et cette fois, c'est la carte numéro 1 qui atterrit sur la bonne case. C'est donc un cas de réussite. Une dernière fois. Et pas de bol. Encore, du point de vue de notre question, c'est un autre échec. Alors, d'après vous, est-ce que la probabilité de réussite est supérieure à 50 ou bien beaucoup plus rare? Donc, comment calculer la probabilité de cet événement? En probabilité, il est souvent plus simple de calculer la probabilité de l'événement contraire et de la soustraire de 1. L'événement contraire d'une réussite, au moins une carte bien placée, et un échec, donc aucune carte bien placée. Or, une situation où aucune carte n'est à sa place initiale est précisément la définition d'un dérangement. La probabilité d'un échec est donc le nombre de dérangements sous factoriel n, divisé par le nombre total de permutations n factoriel. Et comme nous l'avons vu, ce rapport sous factoriel n sur n factoriel converge très rapidement vers une constante remarquable 1 sur e. La probabilité de réussite est donc 1 moins la probabilité d'échec. Elle est approximativement égale à 1 moins 1 sur e. Il y a donc environ 63,2% de chances qu'au moins une carte soit à sa place. Le plus fascinant de tout cela est que cette probabilité reste quasi constante, que vous jouiez avec 10 cartes, 52 cartes ou même 1 million de cartes. Cette logique nous mène au problème des chapeaux. Imaginez que 5 personnes arrivent chez vous et laissent leur chapeau à l'entrée. En repartant, on leur rend les chapeaux au hasard.
Quelle est la probabilité que personne ne reçoive son propre chapeau? Vous l'avez deviné, c'est encore un problème de dérangement. La probabilité que personne ne reçoive son propre chapeau est sous-factorielle de 5 sur 5 factoriel. Cette valeur est une fois de plus très proche de 1 sur E, soit environ 0,36. Il y a donc à peu près 36% de chances pour que la distribution des chapeaux soit un dérangement total. Pour finir, voyons une application où l'ordre est crucial. Les paris hippiques comme le tiercé. Ici, le problème est différent. Dans une course de 10 chevaux, vous devez trouver les 3 premiers dans l'ordre exact d'arrivée. L'ordre 3-1-4 est complètement différent de l'ordre 1-3-4. Nous ne cherchons plus des permutations complètes ou des dérangements, mais des arrangements. Le nombre de podiums possibles est le nombre d'arrangements de 3 chevaux parmi 10. La formule qui utilise les factoriels est 10 factoriels sur 10 moins 3 factoriels, ce qui nous donne 720 arrangements possibles. Votre chance de trouver le bon est de 1 sur 720, soit environ 0,14%. Cela illustre bien la différence fondamentale entre les permutations, les dérangements et les arrangements. Ainsi, de l'arrangement méticuleux d'un jeu de cartes à la probabilité qu'un facteur se trompe de boîte aux lettres, nous avons vu que la factorielle et le sous-factoriel sont bien plus que des formules et sont le langage que nous utilisons pour quantifier l'ordre et le désordre. Ils nous ont montré comment une simple contrainte, aucun élément à sa place, peut faire émerger des structures mathématiques entièrement nouvelles et des liens surprenants avec des constantes universelles. J'espère que cette exploration vous a montré que même les symboles les plus familiers des mathématiques ont encore des secrets à nous révéler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. And don't forget, always ask science questions.